Le mot bioéthique est un mot très large. En tous les cas, il contient le mot éthique et le mot vie. Et l'enjeu le plus fondamental, dans le fond, c'est de réfléchir ensemble, et non pas individuellement, ensemble, sur qu'est-ce qui est bien pour la vie de tout être humain, quel qu'il soit. Et singulièrement, bien sûr, selon ce que tout le monde pense, la vie des plus vulnérables. Le critère pour bien penser sur la vie, c'est de savoir ce qui est bon et heureux pour la vie des plus vulnérables. C'est l'enjeu, à mon avis, majeur. Est-ce que notre société veut accompagner les plus vulnérables? Est-ce que notre société est heureuse de vivre avec les plus vulnérables? Est-ce que notre société a la volonté d'exprimer une solidarité de fond pour soutenir les plus vulnérables en leur donnant tout ce dont ils ont besoin pour vivre de façon la plus heureuse possible? Voilà les questions que je formulerai pour dire les enjeux des États généraux aujourd'hui de la bioéthique. Il me semble qu'il y a une question de fond qui est intéressante et que des catholiques peuvent se poser. Certains d'entre eux ont réfléchi et ont participé aux États généraux de 2011, 2009 à 2011. Ils ont vu la loi du 7 juillet 2011 et ils ont constaté que cette loi était prudente, c'est-à-dire qu'elle n'a pas avalisé des désirs sociétaux. Elle est marquée, cette loi, par des points anthropologiques qui sont des points remarquables. Par exemple, la loi de 2011 a gardé tout ce qui concerne le diagnostic médical pour pouvoir légiférer sur la procréation médicalement assistée. Et ainsi, on voit bien que la loi de 2011 est restée prudente en mettant en avant la question thérapeutique et le diagnostic médical. Peut-être qu'aujourd'hui, des catholiques sont inquiets, avec d'autres citoyens d'ailleurs. Est-ce qu'une révision périodique de la loi de bioéthique, en raison des avancées scientifiques, n'est pas un a priori bienveillant pour toute avancée scientifique et toute avancée technologique? Au point que ce seraient les avancées technologiques et scientifiques qui guideraient la réflexion plutôt qu'une réflexion de raison, c'est-à-dire une réflexion éthique s'appuyant sur des points fondamentaux de la dignité humaine qui guiderait les avancées scientifiques. Et on voit bien que cette réflexion en 2018-2019, suite à la réflexion de 2009 à 2011, est-ce que ce n'est pas dans le fond une réflexion où nous sommes menés par les avancées scientifiques, alors qu'il faudrait que ce soit une réflexion éthique qui mène les avancées scientifiques, quitte à oser prononcer des interdits? Et peut-être que beaucoup sont là en train de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de brader de façon homéopathique les interdits les uns après les autres? Est-ce qu'on n'est pas en train de laisser cours aux scientifiques pour la seule raison qu'ils sont scientifiques? Ce n'est jamais la science qui mène le monde, c'est toujours la philosophie, c'est toujours la pensée, c'est toujours la sagesse philosophique, c'est-à-dire l'amour de la sagesse. Est-ce que les catholiques peuvent se lever pour dire nous sommes des fervents promoteurs de l'amour de la sagesse dans notre société? Et si c'est ça, alors ces états généraux de la bioéthique sont une opportunité extraordinaire pour faire droit à la sagesse. Dans le fond, qui voudrait ne pas être sage aujourd'hui dans notre société, que ce soit les législateurs, que ce soit les juristes, que ce soit les gens ordinaires qui sont confrontés à beaucoup de questions face à la souffrance? Peut-être que nous pouvons faire le choix de la sagesse et vis-à-vis de quelqu'un qui souffre,
La grande sagesse, c'est de l'écouter et de l'accompagner. Voilà comment nous pouvons promouvoir une société de sagesse aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a un vrai débat sur la notion de progrès. Je vois bien que l'intelligence artificielle nous rejoint tous. Nous avons tous un téléphone portable et donc nous sommes connectés par l'intelligence artificielle. Tout le monde sait ce que nous faisons dans le fond. Quand je vais dans un restaurant, je suis frappé que quand j'en sors, et même avant que j'en sorte, j'ai déjà sur mon iPhone un truc à répondre pour savoir si ce restaurant m'a plu. Mais j'ai jamais dit à personne que j'étais allé au restaurant. Comment ça se fait que mon iPhone le sait? C'est que quelque part, il y a de l'intelligence artificielle qui me rejoint, qui me poursuit, qui m'accompagne et qui fait pression sur moi. J'ai jamais demandé que mon iPhone il ait des adaptations de certains services, applications, etc. Pourquoi elle m'arrive sans arrêt? Pourquoi tous les 2 jours, j'ai quelque chose sur mon téléphone qui me dit qu'il faut changer? J'ai jamais rien demandé. Où est le respect de ma liberté? Et ça, c'est une expérience que tout le monde peut faire. Quand je regarde une vidéo sur YouTube, pourquoi on me propose, quand elle est finie, immédiatement une autre vidéo? Est-ce que l'intelligence artificielle est là en train de me conduire dans la conduite addictive et de m'emprisonner dans la conduite addictive? Ou bien est-ce que l'intelligence artificielle permet des vrais progrès pour le soin? Pareil pour Big Data, mes données personnelles. Je suis allé me faire soigner à l'hôpital ou chez mon médecin traitant. Et voici que ce que j'ai dit, je l'ai vu d'ailleurs, il a tout tapé à la machine, c'est dactylographié, c'est mis sur son ordi, et voilà, c'est rentré dans le big data, voilà, mes données personnelles sont là. Si c'est rentré là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça reste personnel? Bien sûr, il faut que ça le reste. Ça reste même confidentiel. La déontologie médicale, si on veut que ça reste un lieu de confiance entre le patient et les médecins, ça ne peut que rester confidentiel. Voilà les questions que ça pose. Comment évaluer le progrès? À une seule condition. Il n'y a de progrès que quand il y a une éthique qui guide l'utilisation des technologies promues par l'intelligence artificielle ou le big data. Et cette éthique, c'est toujours le respect de la personne humaine, le respect de sa dignité et singulièrement le respect de celle qui ne peut pas se défendre, qui est la plus vulnérable. Peut-être que certains ont un pouvoir pour avoir accès aux responsables de l'intelligence artificielle ou de big data, mais il y en a beaucoup, c'est la majorité, qui se sentent impuissants face à l'intelligence artificielle et face au big data. Une totale impuissance. Peut-être que le vrai progrès, c'est que personne ne se sente impuissant au sens où tout le monde se sent respecté. Et précisément du point de vue de la santé, dans ce qui lui est confidentiel et qui lui appartient, et qui n'appartient à personne d'autre. Souvenez-vous que la loi française demande que ça soit toujours le patient qui prend les décisions avec le professionnel de santé pour ce qui concerne sa santé. Et est-ce que ces technologies super puissantes que sont l'intelligence artificielle et big data vont dans le fond renverser cette loi française? C'est plus le patient qui est responsable, ça devient des écosystèmes informatiques qui viendront me pousser et induire une décision de santé me concernant. À mon avis, ça serait très grave. Le vrai critère, c'est que nous nous sentions tous respectés, fiers de ce que nous sommes, et non pas laissés dans l'impuissance, dans le sentiment d'impuissance. Puisqu'il s'agit de la vie, il s'agit donc de la personne humaine elle-même, tout à fait au début de son existence ou à la fin de son existence. Il faut donc le dialogue. C'est nécessaire que nous puissions avancer ensemble en nous écoutant les uns les autres,
en écoutant les questions et en avançant vers le respect de la vie humaine. Et ce dialogue demande de l'humilité, de la modestie, notamment pour la thérapie génique. Il est fondamental que nous puissions nous dire les uns aux autres qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Nous ne pouvons pas être des apprentis sorciers avec la génétique. Quand on écoute les généticiens, on voit bien qu'il y a beaucoup de variants, comme ils disent, dans nos gènes, mais des variants à signification inconnue. Nous ne comprenons pas. Et donc soyons modestes dans ce dialogue, mais dialoguons pour que la vie soit toujours respectée, pour que la vie soit toujours admirée, et pour que nous puissions toujours être au service de la vie. Et quand je dis la vie, c'est toujours une vie en chair et en os, c'est-à-dire une personne humaine dès le commencement, au milieu de sa vie et aussi à la fin de sa vie. Voilà pourquoi le dialogue est nécessaire, il doit être serein, posé et il demande du temps. Alors je vous souhaite à chacun d'entre vous un bon dialogue. Oui, ces pratiques heurtent au bon sens du terme, de deux manières. D'abord, elles heurtent tout simplement parce que ça ne correspond pas à des visions éthiques, à des visions morales. On sait bien que l'être humain, il est un don gratuit, il naît d'un homme et d'une femme, il ne peut pas être programmé par une technique simplement. Ça ne suffit pas, ce n'est pas le respecter. Il y a quelque chose de gratuit dans le fait d'exister. Et cette gratuité, comment peut-elle être honorée par les techniques? Dans le fond, on peut regarder le problème dans tous les sens. Le don de gamètes, c'est une vraie question. Osons dire que c'est une vraie question. Et posons la question. Regardez bien ceux qui recherchent leur origine biologique. Ils ont raison ou ils ont tort? Pourquoi la recherchent-ils? Il me semble qu'il y a une question fondamentale dans la dissociation chez l'être humain. Est-ce qu'on peut le dissocier? Voilà une vraie question qu'il faut aborder en toute sincérité, en toute modestie, mais il ne faut pas la fuir, il ne faut pas la mettre de côté. Et puis l'assistance au suicide, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui assiste, va-t-il donc se laisser entraîner par quelqu'un qui pense que sa vie ne mérite plus d'être vécue? Ça veut dire qu'il acquiesce au fait qu'il y a des vies qui ne méritent plus d'être vécues. Alors quels sont les critères? Quels seraient les critères pour dire qu'une vie ne mérite plus? Puisque si j'assiste quelqu'un qui veut se suicider, forcément, je donne mon accord. Et est-ce que l'État français peut confier cette tâche à la médecine? Est-ce que c'est un acte médical d'assister au suicide? Il me semble qu'il y a là une question redoutable. La vraie question, est-ce que nous sommes capables tous de prendre soin les uns des autres dans nos extrêmes vulnérabilités et de poser un regard, comme dit le pape François, qui soit un regard contemplatif pour nous émerveiller de la beauté de chaque personne humaine alors même qu'elle est extrêmement vulnérable. Tout ça mérite le dialogue. Tout ça mérite le dialogue pour que nous puissions trouver les voies justes et ne pas nous laisser aller à des simples désirs, souvent affectifs. Bien sûr, il faut écouter ces désirs, il faut les respecter. Mais comment éduquer nos désirs? Nous savons bien que c'est le principe même de l'éducation, d'éduquer les désirs chez un enfant et chez un adolescent et même chez un adulte. Je vous termine en vous disant juste un exemple. J'allais dans un EHPAD, j'étais dans le couloir, j'allais visiter une personne presque centenaire. Je savais qu'elle était en fin de vie. Elle avait la position du fœtus, le visage très ridé et très sec. Tous les symptômes cliniques de la mort qui allaient venir étaient là. Et quand j'étais dans le couloir, l'aide-soignante sort de la chambre où j'allais. Elle me voit. Et au moment où elle ferme la porte de la chambre, elle avance vers moi, j'étais là à 2 mètres, et elle me dit, avec un sourire magnifique,
en me parlant de cette personne, cette dame très âgée, qui s'approchait de son centenaire, qui était en fin de vie, et j'entends cette aide-soignante me dire « Qu'est-ce qu'elle est belle !» Cette aide-soignante fait un travail extraordinaire dans nos états généraux de bioéthique. Je ne sais pas si elle s'exprimera d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je veux être son porte-parole. Qu'est-ce qu'elle est belle! Comment se fait-il que certains ou certaines d'entre nous n'arrivent pas à voir la beauté? Ça, c'est une question très profonde. Est-ce que nous pouvons nous éduquer les uns les autres, nous aider les uns les autres à entrer dans ce regard contemplatif qui voit la beauté de tout être humain? Bien sûr, ce n'est pas sans souffrance. Je pense à ces médecins, ces équipes soignantes qui réaniment des enfants, des bébés. Est-ce qu'il faut les réanimer? Pas les réanimer. Ils sont magnifiques. La famille est à côté. Et qu'est-ce que fait le personnel soignant? Quelles questions graves se posent des équipes soignantes? Pouvons-nous tous nous entraider à avoir ce regard qui n'est pas un regard technicien, qui n'est pas un regard pragmatique, qui n'est pas un regard d'ordinateur, c'est un regard qui vient du plus profond de nous-mêmes, c'est un regard humain qui est capable de voir la beauté de la vie et du coup d'aller vers des décisions de solidarité où nous nous entraidons tous à admirer l'existence humaine, la vie humaine, et à nous entraider quand la souffrance est là. D'abord, en vous informant, il faut que vous essayiez de voir les points de contradiction. S'il y a une contradiction, il faut faire des progrès. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans la contradiction. Par exemple, je ne peux pas promouvoir un observatoire de prévention au suicide, qui d'ailleurs parle des personnes âgées dépendantes, et en même temps promouvoir l'aide au suicide. C'est contradictoire. Alors, il faut faire un choix. Quel choix allons-nous faire? Par exemple, je ne peux pas promouvoir une réflexion distincte sur les femmes seules et sur les femmes qui vivent en couple homosexuel. C'est deux situations totalement différentes. C'est ce que dit le Comité consultatif national d'éthique. Et en même temps dire que ce n'est pas grave, on peut ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou qu'elles soient homosexuelles ou même hétérosexuelles. Non. Si ce n'est pas la même chose, on voit bien que là, il y a des contradictions. Il faut lever ces contradictions. Peut-être que vous ne savez pas les résoudre. Peut-être que moi non plus, je ne sais pas les résoudre. Mais au moins les lever. Et du coup, poser une question. Et la poser de façon forte. Depuis toujours, la pensée humaine a progressé selon un principe admis par tous. C'est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. C'est-à-dire, je ne peux pas admettre avec mon intelligence humaine une contradiction. D'ailleurs, si vous allez parler avec des adolescents, avec des collégiens, vous verrez, ils se révoltent devant deux choses. Une injustice, on ne peut pas accepter l'injustice. Quelqu'un qui accepterait l'injustice ne serait pas digne de l'humanité qu'il habite. On ne peut pas accepter l'injustice. On ne peut même pas en faire, mais on ne peut même pas l'accepter. Et deuxièmement, on ne peut pas accepter la contradiction. Quand est-ce qu'un éducateur vis-à-vis des jeunes est un vrai éducateur? C'est quand il y a une sincérité de fond. Il n'y a pas de contradiction entre ses paroles et ce qu'il dit. Eh bien, au niveau de la société française, au niveau de l'État français, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas accepter des contradictions. Et il faut lever ces contradictions sous forme de questions, et ça sera un grand service pour que nous avancions dans la réflexion commune pour arriver à des voies, des chemins de sagesse, de justice et de paix, de sérénité, où on rassemble la société française. On ne rassemble jamais dans la contradiction. Et du coup, tous, vous pouvez faire un progrès à la société française grâce aux états généraux de la bioéthique, selon ce principe simple que je viens de vous dire, pas d'injustice, pas de contradiction.
Ces états généraux existent. Ils sont une occasion magnifique d'aller dialoguer. Ils sont une occasion magnifique d'avancer pour mieux comprendre de quoi relèvent certains aspects de ces états généraux du point de vue scientifique, du point de vue juridique. J'invite tout le monde, les catholiques bien sûr, mais tous les citoyens, à ne pas se laisser déposséder par des spécialistes. Pourquoi? Nous sommes tous concernés dans notre vie, dans notre santé, dans ce que nous souffrons, dans ce que nous voulons vivre. Nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre par un des aspects de ces états généraux de la bioéthique. Et nous sommes concernés de façon directement ou de façon indirecte par quelqu'un de notre famille ou une famille amie, que sais-je. Et il est très important que nous puissions nous former, que nous puissions nous approcher pour essayer de découvrir. Ne disons pas d'emblée « je ne comprends pas, c'est trop compliqué pour moi ». Ça veut dire que les scientifiques parlent entre eux leur langage incompréhensible. Nous, Église, nous voulons vous aider tous à entrer. Nous avons fait des fiches pour cela. Allez les lire. Peut-être vous serez invité à participer à un débat, non pas des États généraux, mais un débat entre nous, entre vous, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mieux comprendre. Allez à ces débats. Allez écouter des personnes qui sont engagées dans le soin. Allez écouter des personnes qui peut-être enseignent le droit. Allez écouter des personnes qui d'une manière ou d'une autre sont proches de ces situations. Et posez des questions. Informez-vous. Et ainsi, par l'information que vous aurez reçue, vous pourrez faire deux choses. Dire votre témoignage. Votre témoignage, il est très important. Mais un témoignage réfléchi, pas simplement un témoignage revendicateur, ou bien un témoignage qui voudrait absolument imposer aux autres ce qu'ils pensent. Non, un témoignage qui est un témoignage. Voici ce que j'ai vécu et dont je fais relecture, ou voici ce que quelqu'un a vécu. Témoignage. Et deuxièmement, une réflexion. Vous pouvez vous réunir à 3 ou 4, prendre un sujet, prendre une fiche et peut-être réfléchir. Et une fois que vous avez réfléchi, peut-être vous pouvez rédiger ce que j'appellerais votre prise de position. Nous pensons que. Et peut-être vous pouvez le mettre d'une manière ou d'une autre dans cette grande réflexion des États généraux de la bioéthique, peut-être en allant sur le site des États généraux de la bioéthique. En tous les cas, c'est une occasion qu'il faut saisir positivement pour pouvoir être des témoins de la grandeur de la vie, de l'importance d'être accompagné quand il y a une souffrance, et aussi de notre capacité à prendre soin les uns les autres. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ce n'est pas parce que le chemin monte qu'on s'est trompé de chemin. Alors mes amis, montez sur ce chemin. Vous ne vous tromperez pas et vous verrez que vous pouvez arriver à partager des valeurs fondamentales sur la dignité humaine et le respect de tout être humain. Je suis sûr que vous pourrez arriver à les exprimer.